Bonjour Thibaut. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter un peu ton parcours rapidement? Alors succinctement, j'imagine la raison de ma présence face à votre caméra, devant la Sainte Inquisition. Écoute, je m'appelle Thibaut de Vienne. J'ai juste un doute puisque nous sommes un peu reclus ici. Nous sommes quel jour? La date, s'il vous plaît. 16 octobre. Ah, bon, bah, j'ai encore 25 ans du coup, malheureusement. J'attendrai jusqu'à demain. Et j'ai 25 ans donc. Je suis un jeune catholique, sur le plan politique, un jeune nationaliste, souverainiste, engagé dans le combat nationaliste comme vos camarades, j'imagine, et comme vous à Civitas, depuis maintenant quelques années, on va dire. Quelques années, combien d'années? Oh, ça doit faire un peu plus de 7 ans maintenant, c'est peu de choses, hein, au regard du parcours de certains, mais bon, écoute, c'est aussi le défaut de la jeunesse. Et ma foi, jeune catholique aussi, souhaitant faire plus pour mon Église, pour ma foi et pour mon Dieu. D'accord. On lit par contre qu'en 2011, tu milites pour Jean-Luc Mélenchon et le Front de Gauche. Comme quoi, c'est une fake news. En liant avec le dernier paragraphe, on voit que Jésus sauve les âmes, même les plus... Non, c'est pas une fake news, tes sources sont vraies. J'étais avec le Front de Gauche en 2011, figure-toi, c'était pas il y a si longtemps. C'était ponctuel ou ça a duré C'était un engagement quotidien, comme celui qui est le mien aujourd'hui et qui m'occupe. Il a commencé avant 2011 ou c'est plutôt... il a plutôt démarré en 2011? Il a commencé, j'aurais du mal à dire, t'en restituer précisément les contours, puisqu'il a commencé quand j'avais 14 ans. J'ai pris ma carte au Parti communiste français à 15 ans, et à 14 ans, je commençais, on va dire, à militer. C'était mon introduction, mon noviciat à moi, ça va dire. À 15 ans, est-ce que ça veut dire qu'il y a une influence familiale ou il y a une influence de camarades de classe? J'aimerais beaucoup pouvoir sortir la carte justification familiale. Ma mère était gauchiste, mon père était... Non, pas du tout. Il se trouve que je suis issu d'une famille qui, politiquement, grand bonheur, on ne parlait pas politique dans ma famille. C'est toujours le cas aujourd'hui et c'est très bien comme ça, la politique. C'est pas non plus une révolte familiale. J'aurais trouvé meilleur moyen de faire chier mes pauvres parents, et j'en ai trouvé depuis. Dieu me pardonne, mais non, ça n'avait pas ce côté-là. Ça n'avait pas cet aspect-là, du moins ça n'en était pas la motivation première. Peut-être que c'était une motivation cachée. Mais je crois que leur seule réponse est celui qui ont écouté communiste, oui c'est bien mon fils, oui, RTT skateur, tu passes à autre chose. La jeunesse. Je crois que c'est l'expression de ce qu'on appelle l'adolescence. Voilà, c'était mon adolescence politique, j'ai fait de mon adolescence politique. Pour le coup, ils n'avaient pas tort. Mais tout à fait, Dieu merci d'ailleurs. Mais c'est la sagesse, c'est le privilège de l'âge, et de ceux qui nous ont fait, ils ne connaissent plus que nous-mêmes. C'est plutôt un engagement PCF que trotskiste alors. Ah oui, le trotskisme, mais je suis heureux que tu mettes la nuance en perspective. C'est important. Elle est très importante, mais elle échappe à beaucoup de nos camarades, on va dire, qui eux n'ont pas connu ces cercles-là. Ce que j'aurais tendance à dire n'est pas un défaut majeur. J'ai connu pire défaut que de ne pas avoir été communiste dans sa vie. Mais non, c'était un engagement mieux que trotskiste, stalinien. Alors, tu dis ça aujourd'hui, les gens tombent bon. Comment on pouvait être stalinien à 15 ans j'ai envie de dire que la réponse est un peu dans la question déjà, mais non, ça n'était pas un engagement trotskiste, ni pro-trotskiste, ni proto-trotskiste, ni néo-trotskiste, ni néo-Mao, ni Mao-Spontex, ni quoi que ce soit. C'était un engagement communiste dans la tradition marxiste et stalinienne. Le tronc de base, quoi. La branche principale en France. C'est ça. Vous aviez des rapports avec les trotskistes? On les fréquentait, oui, quasi de manière hebdomadaire, pour des rapports qui, je dirais, la distance entre nous pouvait se calculer à partir de celle d'une lame de couteau, quoi, déjà à l'époque. Parce que non, nous n'avions pas des rapports très cordiaux avec les trotskistes. Et d'ailleurs, cette première introduction avec les trotskistes,
au bénéfice de mes camarades plus âgés qui m'en ont décrit un portrait peu flatteur, qui m'a fait m'interroger beaucoup sur la substantifique moelle de cette gauche-là, la substantifique moelle du socialisme, et qui m'a fait le remettre en question plus tard également. Puisque non, nous n'avions pas des rapports très cordiaux avec les trotskistes, même à l'époque, à cette époque-là, où là on parle des années 2010, on est très loin de l'époque, on va dire, d'importance du Parti communiste français. Les trotskistes avaient depuis longtemps pris la maison, changé les serrures et imposé leur drapeau et leur conception politique. On était loin du PCF Georges Marchais. C'était déjà l'époque de... comment s'appelle-t-il d'ailleurs, ce brave homme adorable. C'était pas Brossat, c'était celui d'avant. Le nom reviendra, il était insignifiant. Ouais. Et alors, est-ce que ton engagement avait une teneur très intellectuelle ou plutôt activiste? Est-ce que tu as beaucoup exploré les différentes, justement, la doctrine communiste? Est-ce que tu as plongé un peu dans le Capital, le Manifeste, tout ça? Est-ce que c'est... Plonger, c'est le terme. Ouais. Est-ce que tu étais plus un homme d'action ou est-ce que tu étais plus un homme d'argumentation? C'est-à-dire, est-ce que tu as bien adopté pour toi-même la doxa, la dialectique? L'important, je crois, quand on s'initie en politique et quand on y rentre, c'est d'identifier entre guillemets, sa prédestination naturelle. C'est-à-dire si on est plutôt porté sur le livre ou si on est plutôt porté sur l'action. Et toujours d'aller au contraire de sa prédestination supposée. C'est-à-dire quand on est plutôt porté vers la lecture, il faut toujours plutôt se porter vers l'action. Parce que c'est là où on pêche, c'est là où il faut être un militant global. Je ne crois pas à cette thèse de la séparation totale, ni pour les individus, ni pour les mouvements. Un mouvement ne survit que s'il a une base militante et une base intellectuelle. Les deux sont les deux pieds sur lesquels on marche. Si l'un vient à manquer, on s'appuie sur une béquille et généralement ça veut dire qu'on est codépendant d'une autre tendance. Moi j'ai été plutôt naturellement porté vers la lecture, vers l'étude, et il a fallu compenser cela en étant au Parti communiste un homme d'action. Et quand on rentre à 15 ans, on ne demande que ça, on ne demande que à s'investir, à être impliqué quotidiennement, ce qui ne signifie pas, quand on parle d'action, il faut bien donner la mesure de quoi on parle. Hein. C'est pas poser des bombes, c'est pas faire 100 ravachol. Hein. C'est tout simplement participer au travail, pas extrêmement stimulant, mais essentiel et nécessaire dans n'importe quel mouvement politique, quel qu'il soit, du militant du quotidien. C'est ça, collage, manifestation, service d'ordre. Donc service d'ordre, tu te doutes que c'était encore aujourd'hui, à l'époque c'était pas la carrure, mais bon, il m'est arrivé de le faire. Organisation de manifestations, campagne de tractage, les classiques quoi, les grands classiques. Quand est-ce que tu as commencé à douter? C'était aux alentours de la manif pour tous, ce qui devrait vous faire plaisir. En réalité, quand j'ai commencé à douter du socialisme et de ce qu'il représentait et des solutions qu'il apportait, on va dire, à l'humanité, pour être moins ambitieux à la France, puisque c'est plutôt la France qui m'intéresse que l'humanité, c'était déjà le cas à l'époque, c'était plutôt une addition d'éléments divers, qu'un élément central ou une question qui m'a fait trancher définitivement et adhérer au corpus nationaliste. C'était une addition d'éléments, certains très mineurs, on va dire, je pense au nucléaire, comme ça, on n'était pas d'accord sur le nucléaire. C'était une question subsidiaire. Et puis on rajoute manif pour tous. Alors eux tous, j'ai assisté à ce moment-là. Tous évidemment étaient pour ce mariage pour tous. Naturellement, ils sont allés manifester pour, on fait les manifs. Alors le drapeau multicolore est venu remplacer peu à peu le flamme rouge. Bon, moi je sais pas, peut-être question d'esthétique, mais j'étais pas raccord. Et en tant que bon marxiste orthodoxe, là, il y avait quand même un glissement au niveau du PCF, parce que si on prend le PCF quelques décennies avant, tout ce qui est relatif aux mœurs, c'était plutôt des dérives de bourgeois dans leur... Bien sûr, il était très clair sur ces questions, Marx lui-même, Engels, les premières internationales étaient très clairs sur ces questions, et donc je ne manquais pas bien évidemment, sans en comprendre la portée totale, mais de réciter la doxa, qui était que toutes les luttes sociétales sont un mirage bourgeois pour nous écarter du champ de la lutte des classes, qui est le seul champ important en politique, quand on est socialiste, enfin quand on se prétend comme tel en tout cas.
Et ça a été un premier, oui, je dois dire, un élément parmi d'autres qui a commencé avec une distance, si tu veux. Surtout quand j'ai commencé à constater chez mes camarades l'usage de mise à l'anathème, qui était le propre, normalement, de ces mouvements trotskistes comme l'NPA, que j'avais connu, sexiste, antisème, les mots, vous connaissez. J'ai commencé à entendre ça au sein du Parti communiste, donc il n'y avait pas de profondeur politique. Mais ça aurait pu t'amener à devenir plus radical que les radicaux, c'est-à-dire à tirer la chose vers une forme de militantisme communiste à l'ancienne, peut-être un peu comme lutte ouvrière, lutte ouvrière c'est les trotskistes, mais un peu plus rigoureux, un peu plus intégriste en réalité. Je crois que j'ai mal répondu à ta question précédente, en ce sens que je n'ai pas souligné les motivations qui ne sont pas seulement les miennes, qui sont, je pense, les motivations de beaucoup de jeunes qui rentrent dans ces groupes d'extrême gauche. Je crois que la majorité, quand c'est le cas, enfin quand c'est pas motivé par une rébellion quelconque, ou une haine extérieure, ou du sentimentalisme, mais par un besoin politique, ou un désir politique en tout cas réel, je crois qu'il y a tout simplement une détestation du libéralisme. Et moi, c'est le principe cardinal, très mauvais, cela dit, puisque quand sa motivation c'est la haine ou le rejet d'une doctrine, c'est un très mauvais motif de rentrer en politique. Ce qui m'a fait rentrer au Parti communiste de manière très claire, c'est le constat de la faillite du libéralisme, du côté mauvais du libéralisme, tant sur le plan philosophique que sur le plan économique, et son rejet total. Et à 14 ans, quand on n'a pas ou peu de culture et qu'on fréquente quotidiennement l'éducation dite nationale, eh bien on est naturellement amené à penser que il y a un contraire au libéralisme, c'est le socialisme. Ah, c'est formidable, le socialisme, c'est les chapkas, c'est le froid, les mecs qui dorment dans des tentes, c'est la solidarité ouvrière, c'est des images comme ça, on marche vers le progrès, on tend la faucille, on casse les traditions bourgeoises, on chante en Ruskov et on joue aux échecs, comme ça c'est du folklore, je prends, et plus qu'au-delà du libéralisme, ce qui n'était pas du tout identifié, ni par moi ni par mes camarades à l'époque, c'était qu'il y avait derrière cela un rejet du matérialisme. Et nous disions, alors ce qui était plutôt amusant, c'est qu'on en arrivait à des non-sens, mais non-sens prononcés de manière tout à fait sincère et honnête, à dire, mais moi si je suis communiste, c'est parce que je suis contre le matérialisme. Oui, bon, en fait, c'est... En fait, tu rentres avec une porte, sans le savoir, avec une porte déjà ouverte sur le nationalisme en réalité, sur les vraies valeurs qui sont les valeurs chrétiennes. C'est tout à fait cela. C'est que si tu... Et du coup, en faisant ce travail de radicalité, si tes motivations initiales sont celles-ci, à savoir, je rentre fondamentalement dans le socialisme parce que j'ai identifié un problème, un élément corrupteur dans le cœur des hommes et dans le cœur de la société qui est le libéralisme, le matérialisme. Si tu rentres avec cette ambition initiale et que tu deviens plus radical, la conclusion naturelle de ton travail, c'est mais attends, je suis plus matérialiste de tous. Je prétends être contre le matérialisme, il n'y a pas plus le matérialiste que le socialisme. Et en cela, le socialisme n'a jamais été un mouvement d'opposition au libéralisme. Il n'a jamais été que le contrefort. La prolongation. C'est comme pour qu'une ogive tienne le toit, il faut qu'il y ait deux pans. Tu vois, l'un c'est le libéralisme, l'autre c'est le socialisme. Ils se rejoignent en un cœur qui est le libéralisme pour éviter que l'édifice s'effondre. La vérité c'est que les deux sont très complémentaires en réalité. En fait aussi les deux jambes du mondialisme comme Crépierre est là. C'est une belle image. L'un a besoin de l'autre. C'est exactement ça. C'est que et ça explique d'ailleurs quelque chose incompréhensible pour un jeune socialo. En tant que socialiste, nous sommes censés être... En tant que socialiste, il ne faut pas tirer ça de ce contexte, hein, sinon je vais avoir des problèmes. En tant que socialiste, que jeune socialiste, on est censé être l'antithèse des libéraux. Comment se fait-il que les libéraux nous fassent systématiquement des cadeaux politiques parce que, à moins d'être parfaitement aveugle, moi, un élément aussi qui m'a fait prendre ma distance avec les socialistes, ça a été l'affaire Clément Méric.
Tout le monde a sauté dans le wagon à l'époque pour... ce qui est oui, une affaire, un pauvre môme, quoi. Un pauvre gosse qui a été manipulé par des salopards pour finir comme il a fini. C'est une triste affaire. Tous les socialos ont dansé sur son cadavre en allant exploiter chaque moelle, chaque goutte de sang qu'ils pouvaient procurer au socialisme pour aller faire de l'antifascisme de bas niveau sur BFM TV, ils l'ont fait. Et là, je ne comprends pas. Donc je suis Carlos en jupe courte, en short. Je suis l'antithèse du libéralisme. Le pouvoir est libéral et capitaliste. Et il me donne audience dans sa maison. Et je constate bien que le traitement réservé aux nationalistes, qui sont pourtant les alliés du capital, il est beaucoup moins favorable. Comment ça se fait? Il y a un moment, peut-être que finalement on prend pour un con. Là. Bon, allons voir ce qu'ils ont à raconter quand même ces nationalistes. Ça pourrait y avoir du bénéfice. Après, peut-être que si tu as des vraies valeurs, tu peux aussi considérer qu'il y a quand même on a quand même un devoir d'honnêteté vis-à-vis de la réalité, et que peut-être que de voir que ce milieu-là, qu'il soit médiatique, mais aussi au milieu des mouvements socialistes, de voir que en fait, ils se foutent de la réalité de ce qui s'est passé. Tout ce qui compte, c'est de présenter les choses sous un jour qui va correspondre à justifier ses positions, quoi. Tout à fait. Ça en dégoûte beaucoup de personnes de voir que la réalité les intéresse pas. C'est un pan très important que tu viens de souligner du socialisme et de toutes les doctrines de gauche de manière générale, enfin de gauche étendue, de toutes les doctrines post-libérales. De toute manière, ce sont des idéologues. Et ce qu'ils nous reprochent à nous, entre guillemets, c'est très amusant venant de la gauche, parce que justement, on nous fait un reproche contraire. Vous êtes des fanatiques. Donc vous appliquez tout ce qui touche au réel, vous lui appliquez votre idée. Tout le contraire, camarade. Une belle projection, une belle inversion. C'est une inversion accusatoire complète venant de leur part. Eux, ce sont des idéalistes. La nature, je n'irai pas jusqu'à dire ça les excuserait d'ailleurs, de dire qu'ils ne la voient pas telle qu'elle est, qu'ils ne la constatent pas, qu'ils ne constatent pas ce qui est humain, ce à quoi il aspire, dans quoi il évolue, le cadre à l'intérieur duquel il évolue, qui est le cadre de la nature, ils le connaissent. Simplement, ils disent, mais il y a toute une dimension prométhéenne derrière ces socialistes. Mais il faut que ce soit comme ça. J'ai un saint prophète, Marx, il a dit que ça sera comme ça, donc ce sera comme ça. Et peu importe les sacrifices, peu importe les massacres, peu importe les entorses à la logique, les entorses au bon sens, peu importe les contradictions, comme il faut que ce soit comme ça, je vais tout sacrifier au nom de ce but ultime, qui est alors, quand tu es socialiste, et l'égalité, l'égalitarisme abstrait, l'égalité de classe, l'international, quand tu es libéral, qui est l'international, mais penchant liberté d'entreprise et non-intervention de l'État, et tout peut être sacrifié à ce vaudor-là. Il faut tout sacrifier d'ailleurs. Un socialiste qui part du réel et essaye de raisonner et de bâtir sur celui-ci va très vite être appelé à l'ordre et va bien comprendre qu'il n'est pas raccord avec ses camarades. Donc là, il n'y a pas de... ça ne se situe ni sur un plan moral, ni sur un plan éthique, ni sur un plan d'observation du réel. C'est vraiment, tout part de l'idéologie. Et en réalité, tout part quand je parle d'objectifs prométhéens, c'est vraiment la scientifique moelle de cette chose-là, c'est vous serez tels des dieux. Là, tu as résumé 4 siècles de modernité en politique. Dieu est mort, Dieu n'existe plus, de toute façon, ça sert à quoi? Nous pouvons me supplanter, le dépasser par la technique. Aujourd'hui, avec 2 gamètes, je te fais un gamin. Pourquoi aurait-on besoin de Dieu? Non, nous serons comme des dieux. Reste à savoir quel sera le cap à tenir. Et la route pour y arriver, c'est le progrès. C'est formidable, le progrès, on aime ça. Et on y arrivera, et de toute façon. Et donc, il n'y a plus de morale, la morale chrétienne ne s'impose plus, le réel ne s'impose plus, l'étude ne s'impose plus, le sérieux ne s'impose plus, la réciprocité non plus d'ailleurs. Ça, c'est flagrant, c'est ce qui ressort d'ailleurs chez beaucoup d'ex-camarades, c'est qu'ils me disent, mais je ne comprends pas, ces gens-là parlent d'égalité à longueur de temps. Je les vois faire une chose et son contraire vis-à-vis de la personne concernée, c'est-à-dire typiquement bienveillance, cœur sur la main, altérité, etc. Première personne identifiée comme sortant de la secte,
plus aucune courtoisie à son égard. On a le droit de lui faire toutes les saloperies possibles, et c'est pas limité aux cercles antifa, ce que je dis là. C'est même dans les partis institutionnels de gauche, ça s'applique tout à fait comme ça. J'ai pu en faire l'expérience directe quand je les ai finalement quittés. Ils changeaient de trottoir pour éviter de me croiser. Il n'y a pas eu des gens avec qui pourtant il y avait un désaccord profond, réel. Un désaccord, ça amène une discussion, ça amène une conciliation peut-être. Parfois non, c'est comme ça. Mais pas d'animosité. Là, les rumeurs les plus infondées, les plus stupides, d'un coup, vous êtes mis à l'anathème. On ne vous fréquente plus, on ne vous parle plus, et vous êtes une espèce de sous-ordure, quoi. Parce que vous allez contre le récit. Mais finalement, il y a aussi c'est substantiel quand tu prends le matérialisme scientifique, qui est un darwinisme social. L'individu n'a pas de valeur en soi, n'a pas d'idées propres. C'est-à-dire qu'il y a une négation même du libre arbitre. Et les idées que tu as, ce n'est pas tes idées en tant qu'individu, c'est la société qui fait que tu penses comme ça. Donc l'ouvrier pense comme un ouvrier, et le patron il est méchant par nature, parce que, pas de sa faute, mais il n'y peut rien, c'est parce qu'il a sa position de patron. Donc en tant qu'homme du peuple, tu dois penser comme eux, quoi. C'est-à-dire que c'est la société qui doit faire que tu penses comme ça, et c'est pas tes idées propres. Donc si tu as des idées de travers par rapport à ce que tu devrais penser vu ta position, c'est parce que tu déconnes, quoi. Et c'est pas tu ne vas pas être respecté dans tes idées en tant qu'individu, c'est en fait ton individu n'existe pas dans cette logique. Tu es écrasé dans la personne n'existe pas. La logique personnelle n'existe pas. Et d'ailleurs, ça donne un second vice, d'ailleurs, c'est que l'affiliation non plus n'existe pas. C'est amusant, pourtant, c'est deux choses qu'on pourrait contraire, mais non. C'est systématiquement, c'est une logique de groupe, une logique collectiviste. Et c'est pour ça, moi, j'ai du mal à avoir... de base, j'ai du mal à avoir de la haine pour les gens, parce que déjà, ça consomme beaucoup d'énergie, et j'en ai pas tant que ça. Donc, je préfère l'investir sur des choses plus productives. Mais bon, il m'est arrivé... Bien sûr, comme tout le monde, d'avoir maillé partie avec ces groupes de gauche. J'ai du mal à avoir de la haine pour eux parce que j'ai l'impression systématiquement d'être face à une troupe de chiens qui aboient. Et c'est pas du tout une comparaison péjorative, c'est que tout part du groupe, tout se fait en groupe, et le groupe a une morale qui lui est propre. Cette morale peut évoluer d'un instant à l'autre en fonction du cas pratique, puisque de toute façon, c'est l'objectif à atteindre, et il est essentiel que tu t'y plies si tu ne veux pas déclencher sa colère. Et beaucoup de gens appartenant à ces groupes, en réalité, derrière le vernis, on va dire, de l'assurance doctrinale, du sérieux politique, de la non-volonté de discuter avec ce qui serait une espèce de litanie anti-fascisante ou quoi que ce soit, il y a la simple crainte très humaine d'être converti soi-même ou d'être dans le doute. Le doute est ennemi dans ces groupes. Tout ce qui prête au doute, ou au questionnement, ou à la construction, à proscrire. C'est terrible. C'est très suspect. Et même les commentaires innocents, mais qui ne sont même pas des commentaires d'adhésion, mais des commentaires de bon sens, du genre oui, non, mais sur ce plan-là, il n'a pas tort, je lui donne raison. Si ça concerne un adversaire politique, vous êtes suspect. Vous finissez dans la liste, vous êtes presque jaune, quoi. Ça y est, ça commence. C'est déjà déjà en action le germe de la dictature du prolétariat. Tu ressens que c'est tout à fait possible quand tu fréquentes ces cercles-là. Honnêtement, personne ne peut me... Aujourd'hui, bon courage à celui qui voudra me dissuader de l'idée que la dictature du prolétariat peut être un phénomène réel. Déjà parce qu'on a des observations historiques concrètes à ce niveau-là, mais surtout parce que je l'ai vécu, véritablement. Quand tu as un groupe de 30-40 personnes sur une commune qui pensent de manière uniforme, et des gens qui, dans le privé, vont presque se confesser à toi en disant sur ce plan-là, j'ai des doutes, attention, c'est là quand même. Il y a des... Bon, disons, moi c'était la lutte des classes au début, ces opérations de changement de sexe, je vois mal dans quoi ça s'intègre. Ça s'intègre dans le credo, bon, écoute, c'est... mais qui... Parce que la volonté du groupe, de 2-3 leaders en réalité plus influents que les autres et plus méchants,
suivent et par leur inaction en fait tolèrent et laissent s'installer cette pensée nauséabonde, tu le vis ça quand tu es dans ces groupes de gauche. Tu le vis vraiment. Il y en a beaucoup qui parlent à l'heure actuelle de l'ambiance sur les facultés. Bon, c'est des institutions que j'ai un peu moins fréquentées que les partis politiques. Je ne peux pas voir tous les défauts. Je peux être étudiant de longue durée et militant. Il faut se préserver quand même. Mais, et avec des récits qui me font penser à ça. De gens qui ne savent pas pourquoi ils te détestent, mais qui te détestent par principe. Ouais. C'est, ils ne te connaissent pas, ils n'ont jamais croisé, ils ne parlent avec toi, ils ne connaissent pas tes positions. Ça m'est arrivé en fait des types qui sortent de nulle part, qui tentent de t'arracher le drapeau, et puis quand tu as l'occasion, le bonheur de pouvoir discuter avec eux un petit peu, tu sortent des trucs, mais donnez vos sources. Où sont vos sources? Et en fait, non, on ne peut pas leur en vouloir légitimement. Tout est basé sur un narratif, sur une appartenance au groupe, sur une soumission au groupe très forte. C'est ce qui rentre en forte contradiction avec les objectifs déclarés de ces groupes-là. Ouais. Grosse manipulation, en tout cas en doctrine. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu as été un peu connu à partir d'une citation qui a été enregistrée dans un interview. Donc, tu disais à la faveur de l'acte 9 des Gilets jaunes au sujet de Macron. Moi, c'est ma patronne qui me paye, Macron. C'est moi qui le paye, d'une certaine manière, c'est ma pute. On va pas... Je suis ni protestant ni puritain. Non, mais ça, c'est de toute façon, on a tous aussi entendu la façon dont tu t'es très judicieusement excusé pour avoir insulté les prostituées dans cet élan. Alors, là où je voudrais revenir sur ce point, c'est par rapport à d'éventuels... Est-ce que là, toi, tu étais déjà plus dans cette doxa de gauche? Depuis longtemps. Du tout. Par contre, est-ce qu'on peut penser qu'à ce moment-là, tu as encore quelques illusions sur ce qu'est la représentativité et sur le fait qu'on devrait avoir un président qui représente les Français? Ou est-ce que tu pointes du doigt le fait que c'est une contradiction en fait, qui a toujours existé? C'est-à-dire est-ce que tu penses que vraiment ça existe? En tout cas, ça existait en France, un personnel politique élu qui a vraiment ce rôle justement au service de ce qui est du peuple. Élu, ça dépend par qui. S'il est élu de Dieu, moi je dis pas. Quand il est élu du peuple, j'exprime certains doutes. Non, j'ai du retard sur beaucoup de sujets, mais pas au point de m'imaginer une seule seconde que cette représentativité du président de la République puisse s'appliquer une seconde. C'était plutôt une pute de bon sens. Là, du coup, c'est une phrase rhétorique, mais tu n'avais déjà pas plus d'illusion démocratique là, sur ce plan. Le stalinisme a eu certains bénéfices quand même, et m'a préservé de toute idolâtrie démocratique. C'est l'un des avantages du stalinisme. Quand tu es passé dans le monde royaliste, tu n'es pas passé par toutes les cases intermédiaires. Comme le disent très justement les commentateurs stériles et stupides payés par nos impôts des médias nationaux, ça n'est pas une frise, c'est un cercle. On bascule de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et ben j'en suis la démonstration. Voilà. Les extrêmes se rejoignent. Edoui Plenel avait raison. Comment tu définirais le mouvement royaliste actuellement? Bordélique, voilà. C'est une bonne définition. Non, sincèrement, la première impression est un peu celle-ci. Déjà, au vu de la sociologie actuelle, je ne suis pas même certain qu'on puisse me parler d'un mouvement. Je m'explique. Il y a étonnamment beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser aux questions de représentativité, et pas que, et à s'intéresser à la question royaliste par des chemins très divers, mais qui en aboutissent un petit peu à la même conclusion, c'est que quand même, il y a certains bénéfices à la monarchie. D'expérience,
très peu franchissent le pas pour aller dans un mouvement, s'intégrer, s'encarter et militer au sein d'un mouvement politique existant, se réclamant du royalisme. Beaucoup développent une sensibilité royaliste ou monarchiste. Beaucoup développent une adhésion de cœur sans qu'elle soit exprimée publiquement, parce que le calcul, mauvais calcul d'ailleurs, parce que la peur, parce que de priorité, ou parce que manque de sérieux sur la question, ou manque d'études sur la question, ce qui est excusable, hein, il y a beaucoup de questions qu'il faut clarifier avant cela. Mais un peu, moi j'ai rejoint les rangs de l'Action française, donc après celle du Parti communiste, ce qui est toujours, ce qui me fait toujours pareil. Mais peu franchissent le pas. Donc c'est très difficile déjà d'évaluer l'état de ses forces, réellement, d'évaluer sur quoi s'appuie, à quel point ces forces-là sont sérieuses dans leur adhésion au royalisme. Est-ce que c'est simplement une adhésion esthétique de type j'aime bien les cathédrales et les jolis châteaux, et quand même la peinture classique, ça a plus de gueule que Magritte, ou est-ce qu'il y a derrière une réelle... Est-ce que peut-être aussi postons les prémices d'une vraie réflexion politique qui donnera lieu à un grand mouvement d'ampleur nationale, royaliste et catholique? J'espère, je le souhaite. Je pense qu'on a des raisons aujourd'hui de le penser, mais de manière tout à fait réaliste, et qu'un tel mouvement qui existe, hein, l'Action française, Civitas, bien évidemment, mais ces mouvements existent. Je suis pas très bon dans la prédication, mais je pense qu'on pourrait envisager, oui, la création d'un très grand mouvement transcourant royaliste dans les années à venir. Au vu de ce que j'entends, tout simplement, au quotidien, aux manifestations, au café, etc. Quelque chose qui était un petit peu... mais qui était carrément insoupçonnable il y a encore quelques années, ayant des aînés qui ont un petit peu plus fait de route que moi, qui partagent leur expérience avec moi en me disant dans les années 90, enfin, royaliste. Vous imaginez être en 2020 minoritaire? Il fallait voir ce que c'était il y a 20 ans. C'est royaliste, c'était même pas minoritaire. Tout le monde sent que ça prend de l'ampleur. En tout cas, de légitimité pour faire un jeu de mots. C'est très palpable dans les centres de contestation et aux Gilets jaunes. C'est aussi extrêmement palpable. Et Gilets jaunes, en plus, on parle d'une sociologie particulière, il faut être tout à fait honnête. Populaire, tu veux dire? Oui. Populaire, dont on a dressé parfois, souvent, un portrait exagérément... on a fait du Zola avec les Gilets jaunes parfois, les mecs. Oui, non, il y avait des chefs d'entreprise, simplement, c'est des chefs d'entreprise soucieux de leur entreprise, à la différence de certains. Ça change un peu la donne. Il y avait tout dans les Gilets jaunes. Mais le roi, il tenait bonne place dans les considérations politiques. Très souvent, on entendait dans les cortèges Vive le roi, ou même des symboles, des témoignages d'adhésion, posés sur le gilet, posés sur les banderoles, et souvent, on le devinait, on se supputait plus à l'argotique des gens. On se connaît, on sait d'où on vient. Voilà, au bout d'un moment, il a fallu être un petit peu plus... il a fallu serpenter, malheureusement, maintenant les Gilets jaunes. Mais non, il y a un vrai retour de la thématique royaliste, je le pense en tout cas. Est-ce que tu peux dire deux mots sur ce que tu penses des divergences entre les légitimistes, les orléanistes, et ce genre de pistes de réflexion? Non, deux mots, je vais rester dans mon exercice. Connerie, pour moi, c'est quel... Ça, très honnêtement, c'est quelque chose qui m'échappe toujours, ces distinctions, parce que j'ai du mal à voir en quoi elles sont révélatrices. Déjà parce qu'elles participent d'une tradition, toutes les traditions ne sont pas nécessairement bonnes à prendre, d'une tradition de notre milieu politique, qui est la division stérile, qui est particulièrement choquante quand on n'en vient pas. Moi, venant du Parti communiste français, et c'est l'avantage de ce genre de parcours un peu scabreux, c'est que nécessairement on a toujours un coup d'œil un petit peu différent par rapport à ceux qui en sont vraiment et qui sont des purs, qui ont beaucoup d'autres mérites, dont celui de l'expérience et de la préséance. Mais on a toujours un regard un petit peu critique. J'étais et reste fasciné, dépité parfois,
par le nombre de divisions stériles qui existent dans le camp national. Et je dis bien divisions stériles. Je n'ai aucun problème à concevoir qu'il existe un profond fossé entre certains groupes nationalistes ou autres. Quand on est en opposition sur le fond, il est normal qu'il y ait fossé. Et qu'il n'y ait pas fossé, c'est un grand malheur. Parce qu'on va se le reprendre, ça dure 40 pendant quelques années, notre mouvement, et puis ça s'éclate, et généralement, quand ça s'éclate, ça se passe pas bien. Donc je comprends certaines scissions. Maintenant, en ce qui concerne les légitimistes, je ne veux même pas les orléanistes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être un peu à l'image des sous-tendances de chez les Rouges, quoi? Tout à fait, à la différence que les Rouges ont, et là je leur reconnais ce mérite-là, entre guillemets, les Rouges ont une conscience très aiguë, pour de mauvaises raisons, mais qui les rend efficaces parfois, ont une conscience très aiguë de l'ennemi prioritaire et de l'ennemi secondaire. C'est-à-dire que les Rouges, c'est que des sous-chapelles. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus, et d'étiquettes à rallonge, il n'y a pas de problème. Mais en présence de ce qu'ils considèrent comme étant un ennemi à leur ligne politique, à tort ou à raison, une solidarité de fait se fait toujours. Et c'est pas que le bénéfice des Rouges d'ailleurs, c'est le bénéfice de tous les libéraux, de tous les modernes. Il n'y a pas cet idéalisme, paradoxalement, du moins sous cette forme-là. Il n'y a pas cette côté-version. Alors que malheureusement, d'expérience dans le camp national, enfin, au sens large du camp national, celui qui me paraît être une appellation assez légitime, parfois il y a des réflexes politiques incompréhensibles, voire contraires, à cette simple ligne-là. Qui veut dire, mais oui, aucun problème, je vais jeter mon camarade en pâture sous les rails, etc., parce qu'il a plus de tort que finalement que mon ennemi, parce que lui ne va pas jusqu'au bout. Donc en cela, il trahit ce qui serait l'idéal nationaliste sublimé que je me suis fait, etc. Deuxième constat, au niveau parce que ça n'est pas chez les Rouges, ça vient pas de leur vertu naturelle. Ça vient du fait qu'il y a un principe hiérarchique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très strict. Il n'y a pas d'anarchie chez les Rouges, il n'y a pas d'égalitarisme, contrairement à ce qu'ils prônent. Il y a un chef de section, il y a l'expérience qui parle, il y a le rang que tu occupes au sein de ces mouvements qui te donne droit à la parole ou non. Il n'y a pas d'égalitarisme. Et gare à celui qui l'ouvre, surtout s'il raconte, s'il prend trop de temps et qu'il raconte des choses pas nécessairement passionnantes, et qu'il n'a pas la place qui lui autorise. Dans le camp national prétendument fasciste ou post-fasciste, on est loin du compte. On est loin du compte. Je trouve que certains camarades, et c'est un défaut qu'on a tous, mais qui normalement doit être tempéré par la sagesse des anciens, par l'expérience un minimum du réel, et par la peur aussi du coup de knout qu'on va se manger dans la gueule si on commence à faire un peu trop les malins. Donc coup de knout qui arrive rarement de nos jours dans les milieux nationalistes, du moins pas dans ceux que j'ai pu fréquenter visiblement. On se garde de dire du mal de qui que ce soit qui puisse être jugé comme un camarade, même quand celui-ci est en tort. On laisse ça aux autres. Et d'abord, on tente la conciliation. C'est pas des réflexes que j'observe beaucoup, et c'est un grand tort, parce que ça participe à une désunion stérile qui est à l'image de celle sur la question que tu évoquais, qui est celle entre orléanistes et royalistes. Quand nous serons, entre guillemets, face au trône, dans la Reims restaurée, moi je veux bien qu'on se pose ce genre de questions. Il sera essentiel de les poser. C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une prise d'otage, une sorte de captation des énergies dans ce débat sur qui doit porter la couronne, avant même de défendre sur le terrain le principe monarchiste en soi, quoi. Après, je comprends, parce qu'à la différence de beaucoup de formations politiques, nous défendons un principe qui n'est pas désincarné. Nous défendons une incarnation. Il est normal que cette incarnation cherche à avoir une forme concrète, et que cette forme se décide sous la branche légitimiste, sous la branche orléaniste, je ne sais quelle autre, etc. Maintenant, le sérieux politique incombe qu'on mette ces questions de côté une seule seconde pour être d'accord sur les principes. Après, quand la Providence a retiré
légitimité à Saül pour la mettre sur la tête de David, c'est pas un lien de famille ou autre chose que le bon vouloir de Dieu. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas penser depuis le temps que quelque part c'est des lignées qui ont pu déchoir de par leur comportement et finalement démériter et se voir retirer par la Providence la légitimité justement. D'autant que c'est des familles qui n'ont pas l'air d'être spécialement actifs elles-mêmes pour récupérer le trône et qui sont plutôt compromis par la finance et l'esprit mondain. Je suis pas sûr de... Je ne peux pas te laisser dire ça. Louis XX a fait des posts Facebook très ravageurs à l'époque des Gilets jaunes. Il en était. On veut tirer l'espagnol. J'ai manqué de le voir avec le gilet jaune dans l'acte 3. Ils étaient 4 à Paris. Probablement l'exact opposé géographique de la manifestation, mais bon, je ne le blâme pas. Il a beaucoup à perdre. Non, mais un peu provocateur, parce je comprends tout à fait qu'on puisse avoir pour ces points de vue-là sur qui doit porter qui doit régner, mais c'est comme tu dis, c'est tellement loin qu'en attendant, on se divise pour rien. En tout cas, oui, non, mais sur cette question, je veux dire, nous sommes a priori des traditionnalistes. En ce cas, appliquons la tradition en France. Je rappelle, la tradition monarchique à la base, elle est élective. C'est l'élection des barons. Elle procède de plusieurs élections. Je ne trouve pas tout à fait infondé qu'on se pose ce genre de questions sur la légitimité ou non de telle lignée ou de telle lignée. Après, comme tu l'as dit, un saut de quelques siècles. Et surtout, encore une fois, un manque de panache. Je n'ai pas un blâme ou un reproche, c'est un constat. Je n'attends pas de qui que ce soit qu'il ait le panache ou qu'il l'exprime. Il faut déjà l'attendre de soi-même et c'est pas chose aisée. Ou essayer de l'opérer soi-même. C'est pas un reproche. Mais simplement, d'ailleurs ce manque de panache il peut s'étendre à beaucoup de gens en réalité, premièrement. C'est un constat. Donc, mais encore une fois, ça c'est des questions qui n'en finissent plus quand on les aborde et qui n'en finissent plus et ça continue. Et puis alors là, oui, Tavernier, une 5e bière. Oui, parce qu'il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi, j'ai remarqué dans le camp national. Et puis c'est surtout formidable parce que toute cette énergie investie ne participe jamais à l'action. C'est oui, super, on a passé. C'était peut-être ça le but recherché d'ailleurs. C'était fondamentalement, oui, c'est toujours plaisant d'avoir ce genre de discussion maintenant. Pour moi, le service politique passe avant. Peut-être que je suis resté un peu trop marxiste, mais bon, je n'ai pas tout expulsé. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que dans ces milieux-là, tu ressens une importance réelle de la foi pour les militants qui sont investis dans ces directions? C'est des questions compliquées puisque la foi se rapporte toujours à la personne. Alors c'est surtout pas pour juger les gens, hein. Il y a vraiment toute personne, chaque ça doit être très, très, très variable, mais je te parle de ça parce que pour Maurras, par exemple, la foi catholique, qui est intrinsèquement liée à la France, c'est une conclusion intellectuelle. Oui, c'est tout à fait. C'est la monarchie qui a fait la France, et la monarchie est catholique, donc on est catholique, quoi. Par conséquent, si ça reste parce qu'on a beaucoup reproché, je trouve souvent très justement à Maurras d'être un très très grand intellectuel, mais d'être surtout uniquement un intellectuel. Et en ce qui concerne la foi, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose pour lui, et ça a provoqué des problèmes, puisque même la papauté a temporairement condamné l'action française.
Mais est-ce que ce travers-là n'a pas été aussi, n'est pas aussi passé dans ces esprits de groupe, ces esprits militants, et dans quelle mesure c'est pas non plus souvent qu'une esthétique par rapport à quelque chose qui devrait a priori être plutôt le centre de la question. La question de la foi, elle est nécessaire. En tant que quand on nécessairement partant de notre position, enfin de ce que je dis de notre position, je pense, et c'est-à-dire de celle du souhait sincère et profond que Dieu sauve les âmes et que toutes les âmes se tournent vers le Seigneur, il y a toujours une part d'insatisfaction quand on constate évidemment chez nos camarades, chez certains de nos camarades, le phénomène que tu viens de décrire. C'est-à-dire une adhésion qui est uniquement une adhésion esthétique ou un folklore. Ou de pire, à mon avis, pire. Ce qui est, je le dis d'autant plus que j'admire énormément l'œuvre de Maurras et il n'est pas à ma place de la juger, simplement d'en faire le constat. C'est tout à fait vrai. Maurras voit l'Église, voit la croix pour la France uniquement à travers un prisme pratique, positiviste. Voilà ce que le christianisme apporte à la France, voilà ce qu'il a apporté aux Français, voilà ce en quoi il a constitué la France. Mais ça n'est pas une adhésion du cœur pour la croix, ça n'est certainement pas un chemin de croix de la part de Maurras. C'est pas un chemin il n'y a pas d'adhésion du cœur. Et ça chagrine toujours, évidemment, quand on entend ça de la part de camarades dont on souhaiterait qu'ils se tournent vers Dieu. Parce qu'on leur veut du bien, parce qu'on est en union avec eux, en union militante avec eux, on aimerait aussi être en union de prière. Donc c'est toujours quelque chose d'assez attristant. Et je suis sûr, certain que tous, à notre niveau, on fait le travail, entre guillemets. On essaie de parler de ces choses-là, de convertir, de tourner les regards vers la croix. C'est parfois quelque chose d'assez difficile, surtout pour ça. Souvent on passe pour ce qu'on n'est pas. Mais donc oui, à ce niveau-là, c'est malheureux, mais c'est réel. Il y a beaucoup de militants qui n'ont... Après, j'y vois aussi le fait que, et je dis ça d'autant plus que je me suis, pendant longtemps, j'ai rejeté le Christ. Et je suis revenu au Christ, à la grâce de Dieu. Je suis revenu au Christ, au début, uniquement par ce prisme maurassien, dans un premier temps. C'est-à-dire, j'avais cette réflexion-là il y a encore 5-6 ans, qui était uniquement une réflexion pratique, pas un parcours de foi. D'accord. Parce que justement, je voulais t'en parler après, mais par rapport au début de ton parcours, c'est-à-dire, est-ce que justement, quand tu étais dans cet imbroglio communiste, tu avais une vision de la religion, de Dieu, de l'âme, ou de quelque chose de spirituel qui même en germe, alors que c'est parfaitement, non seulement pire qu'ignoré, mais chassé par ces esprits. Quoi. Vivement combattu, ou pire, perverti. Parce que ça aussi, il y aurait tout un chapitre dédié, ça, les socialo-chrétiens, ceux-là sont pires, parce qu'ils induisent une confusion. Le coco classique, stable, lui au moins il est clair, hein, il a son rouge, sa clope au bec, et il dit des conneries, lui au moins il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Quoi. Et toi, tu n'avais pas d'attirance spécifique pour la spiritualité, même dans le sens large J'étais le prototype même j'étais stacanoviste. non, le prototype même. Genre, l'écart militant, quoi. Mais même au-delà de la religion, aucune adhésion esthétique. J'aurais brûlé la galerie des glaces, ce qui aurait fait plaisir à certains. Non, connerie bourgeoise. En fait, j'allais dire quelque chose de très malheureux. Ce n'est pas que je n'avais pas d'adhésion à la religion, ou à la spiritualité, au Christ, ou quoi que ce soit. Ça n'était même pas des paramètres pour moi. C'en était à ce point-là. Le Christ était tellement sorti d'une préoccupation de
mon champ spirituel, et qu'il n'y avait plus de spiritualité, c'était du matérialisme pur, hein, la mort, la boîte, et puis le grand néant, et puis salut, bonsoir. Pas grand-chose. Le Christ, oui, j'en ai vaguement entendu parler, bon. T'as une éducation chrétienne? Oui, catholique, ouais. Mais qui n'était pas celle de la tradition. Et donc, bon, je sais pas. C'est juste un. Encore une fois, oui, tout simplement, oui. Maintenant, j'ai une famille chrétienne, mais qui n'était pas, peut-être récentaire d'ailleurs, rétrospectivement, qui était un peu plus libéral sur ces questions. C'est d'ailleurs qui a laissé le soin à ses enfants d'avoir leur propre parcours de foi, ce qui est une grâce et un malheur. Aujourd'hui, je le prends comme une grâce, à une époque, c'était un malheur. Tout ça pourquoi? Non, en tout cas, le Christ était totalement sorti de mes paramètres. Et c'est à travers d'abord mes lectures, il a fallu, je pense que, si tu me permets, je comprends en partie ces néo-convertis, entre guillemets. Ces gens qui retournent à la foi, qui retournent au Christ, qui retournent à la croix. Parce que le christianisme a été tellement vilipendé, mis de côté, paraît tellement, en réalité, accessoire et associé à des choses parfois horribles, auxquelles on n'a pas envie d'être associé. Je pense à l'enquête qui a été récemment faite par notre charmant évêque de l'Île-de-France récemment concernant la pédophilie dans l'Église. Des trucs comme ça, t'as envie de te prendre, t'as plus envie de jamais être associé. Si ta foi n'est pas forte, dire ton chapelet tu le planques. Hein, bon. Mais c'est facile d'adhérer aux mensonges historiques, aux exagérations. Très facile. Ce qui ne constitue pas une excuse valable, hein, ni aux yeux du Seigneur, ni aux yeux de qui que ce soit bien normal. Mais, constat, ça ne facilite pas les choses. Je pense qu'il faut, et inconsciemment c'était mon cas, il a fallu dans un premier temps un processus de réhabilitation par le matériel, entre guillemets, par l'apparence, par l'esthétique. C'est-à-dire de cesser d'associer la passion et la croix à quelque chose de systématiquement négatif ou dégradant, pour l'associer à quelque chose, dans un premier temps, uniquement sur le plan esthétique de vertueux, pour ensuite avoir cette révélation en foi. Mais ce sont deux sujets, attention, vous savez, qui sont très distincts. On peut avoir une très grande adhésion philosophique pour le catholicisme et pas avoir la foi, ou aucune adhésion esthétique et avoir une foi très sincère. Mais comme quoi, malgré ce que tu peux dire par rapport à cette dimension qui est parfois uniquement esthétique dans ces mouvements monarchistes, c'est quand même un cadre qui est aussi un ferment de conversion réelle. C'est quand même positif de ce point de vue-là. C'est bien participe de la rechristianisation de la France. Bien habile celui qui sait parfaitement, et j'ai cessé d'y croire, c'est l'histoire de distinguer parfaitement la forme du fond. Comme quoi on serait capable de supplanter par des efforts de mépris de soi et d'intellectualisme, qu'on serait capable de totalement mépriser la forme. Je ne dis pas, la grosse erreur, c'est quand elle occupe la seule place, et qu'elle évacue tout autre paramètre. Qu'est-ce qui est prioritaire? Mais naturellement, quelque chose qui suscite notre adhésion, qui suscite notre passion, notre foi, doit être glorieux et beau. Il n'y a rien de plus triste qu'une église d'anglicans ou de protestants. Même tous ces machins, finalement, post-modernes. On dit que dans une ville inconnue, tu cherches l'église, il suffit de chercher le bâtiment le plus laid. Parce qu'il y a plein d'églises qui datent d'avant le concile, qui sont magnifiques, mais post-conciliaire, tout ce qui s'est construit, c'est vraiment, on dirait vraiment que on a voulu faire laid, quoi. Et je pense qu'il y a une volonté d'avilissement. Ça n'est pas qu'une question de technique. On sait encore bien faire. Et puis, étant du diocèse d'Évry, on va en parler. La cathédrale d'Évry, on a une bonne place. Hein. Moi, je pose mes billes en candidate. En plus, il faut voir les gens voient l'extérieur, ils ne voient pas l'intérieur. C'est une salle de concert. C'est génial. Rien ne nous dit qu'on est dans une église. T'es venu à Ars déjà? J'ai pas eu ce plaisir. Parce qu'ils ont construit sous terre un énorme machin
qu'il faudra détruire à un moment donné. C'est le bunker. C'est ça. Alors, on va faire une petite parenthèse si tu veux bien. J'ai vu passer que pendant l'acte 13 des Gilets jaunes, tu t'es fait prendre à partie par les antifas. Tu veux bien raconter un petit peu? Tutoriel. En fait, j'adorerais raconter, mais c'est pas pour me mettre en avant ou quoi que ce soit, mais j'ai souvent, ma partie enfance, souvent non, pas si souvent que ça, mais j'ai eu déjà l'occasion. Plusieurs fois alors? Ça désignait quel. Non, mais juste histoire que je dise pas n'importe quoi au niveau des événements. Si je dis que. En fait, il y a peut-être que ça qui est ressorti. Si je dis que j'ai sorti l'épée et qu'on a fait de l'estocade, que c'est pas le cas, je vais passer pour un bordard. J'ai vu passer une affaire de coup de canne. Oh. Ah oui, en fait, ça s'est passé plusieurs fois, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, bien sûr. Bah, quand on est amené à faire les manifestations, on les fréquente de manière soutenue. Ouais. Bon, j'aimerais mettre ça au crédit de mon actif militant. Il faut être là, il faut avoir ici assez de recul et assez d'honnêteté pour dire que bon, c'est quand même pas, on n'a pas affaire à des milices particulièrement bien formées, ni organisées, ni efficaces. Hein. Ça reste quand même de l'étudiant comme ça, bon, peuvent foutre des goûts. C'est emmerdant, on va pas se mentir. Et ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas faire de dégâts, attention physiquement, hein. D'autres en ont payé le prix, beaucoup plus que je ne l'ai payé. Mais la violence dans le champ politique est quand même, c'est quand même largement décanté. Hein. Je lisais avant de venir les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Les récits d'après-match, d'après rencontre. Ah oui, on comprend ce qu'était le niveau de violence politique de l'époque. Aujourd'hui, c'est de la petite bière. Hein. C'est-à-dire, oui, bon, les tactiques habituelles, l'intimidation, le saut, c'est plus sur le côté, sur le plan. C'est triste parce que c'est avilissant et qu'on voit des jeunes qui sont complètement perdus. Ouais. Complètement perdus, qui ont peur en plus. Tu as vu revendiquer le fait qu'ils s'en prennent à toi sur les réseaux sociaux? Alors, c'est pas mal parce que, non, ça quand même, péché d'orgueil, mais j'en suis extrêmement fier. Il se trouve que ces groupes-là font des listes documentées avec renseignements et tout, très mal faites, mais était encore pire au niveau de la mise en page, sur les persona non grata de manifestations Gilets jaunes, et j'occupe une très belle place. Et au bénéfice de certains contacts qui sont les miens, j'ai pu obtenir la liste complète. Et alors, quand je leur sors leur liste, j'imaginais avec bonheur les 15 jours qu'ils ont passé à traquer la taupe dans l'organisation, à savoir quel con qui allait lui filer la liste. C'était un grand moment de joie. Oui, j'ai été mis au rang très officiellement, du coup, maintenant, c'est un titre. Fasciste plutophobe, mise au banc des manifestations Gilets jaunes par ces antifas, qui n'en représentent qu'une infime minorité, si j'ose dire, dans les actifs, de l'époque. Oui. Vous octroyez des titres, messieurs, que le réel ne vous donne pas. Il n'était ni majoritaire à l'époque, ni ne l'était après, par la suite. Il y a quand même quelque chose de plus pervers qu'à l'époque je pense, de Jean-Marie Le Pen, où on avait fréquemment des bastons, par exemple avec le GUD, les communistes, etc. C'est la spécificité de ce truc qui s'appelle Antifa, parce que finalement ils se donnent une existence un peu officielle. Ils font des festivals, ils vont à la fête de l'humain avec des stands, et ils revendiquent l'appartenance à un mouvement dont la violence est le statut social, quoi, tout à fait. La raison d'être. Oui, c'est la raison d'être. Et quand on voit avec quelle facilité les autorités républicaines ont dissous, par exemple, Génération Identitaire, parce qu'ils ont fait une balade dans la montagne, on se demande comment c'est possible, justement, que ces personnes aient pour objet la violence pour des raisons idéologiques, alors qu'elle a disparu, la violence en retour. C'est-à-dire que les mouvances dites d'extrême droite maintenant sont parfaitement pacifiques vis-à-vis de ces personnes-là. Tout à fait. Donc c'est une violence unilatérale, idéologique. Pas toujours parce qu'on a une morale supérieure, mais par nécessité. Hein. Tout le monde qui a été nationaliste un jour et qui a
qui a vu des camarades faire le coup de poing, ont su comment ils ont fini. Moi, je n'ai pas de passe-droit. Personne ne va venir me chercher en Mercedes de garde à vue pour m'extraire et me dire bon, Timothée, maintenant tu ne recommenceras plus. Non, non, toi tu restes en cellule. Toi. Reste avec tes hordes jeunesse, révolution et tu vas les autres partir. Bah, disons que leur subsistance en tant qu'organisation officielle, quoi, c'est-à-dire en gros non dissoute par la République, ça reste une anomalie même dans le champ républicain. Tu fondes une association, tu vas déposer en préfecture. Moi, je suis une association qui va traquer, chasser les communistes des manifestations. Ton association, elle sera pas officialisée, quoi. Elle sera anti-fasciste. C'est ça. Elle sera dissoute dans la foulée. Ah bah, elle ne sera pas acceptée. Donc, non, mais après, il y a plusieurs justifications. Ça, il y a déjà l'ennemi de mon ennemi et mon ennemi. Et mon ennemi, pardon. La logique élémentaire. Ces gens-là font un travail que la police fait d'ordinaire formidable. C'est ces gens qui crient à câble sur tous les toits et qui sont anti-flics devant l'éternel font le travail de la police. Génial, ils le font même parfois plus efficacement parce que la police a certains cadres à respecter. Eux n'ont pas de cadre à respecter, c'est de la pure milice. Formidable. C'est-à-dire qu'ils virent tous les éléments dangereux, tous les éléments officiellement ou officieusement séditieux des manifestations. Donc tous les éléments qui pourraient donner à ces manifestations une flamme supérieure, un corps, une destination, ils se chargent de les virer eux-mêmes. Formidable. C'est quelle bénédiction. Je veux dire, on a des résistants au pouvoir qui font le bout du pouvoir. Incroyable. Ensuite, parce que il y a une seconde raison tout à fait claire en ce qui me concerne, dont on parle malheureusement trop peu chez nous. C'est que ces milieux-là, c'est des milieux que je connais très bien. Je connais très très bien, notamment pour les avoir fréquentés quand j'étais au Parti communiste. Mon gré malgré, j'étais pas un antifa primaire, jamais été ça. Je n'étais pas parfait, cela dit, mais bon, j'ai jamais eu ce vice. C'est que ces milieux ont gardé une réputation tout à fait réelle et justifiée d'être des milieux d'indicateurs de police. Et eux, parce que leur travail de délation systématique, de coups de poing, etc., ne se limite pas à l'extrême droite. Leur première cible, si j'ose dire, c'est leur propre camp politique. En tant que... C'est très éclairant quand on regarde le destin de personnes comme Étienne Chouard. Étienne Chouard est visé de manière systématique depuis ses commentaires, ses pérégrinations soraliennes, est visé de manière systématique par ces antifas-là. Beaucoup plus que je ne le suis en réalité. Alors que Étienne Chouard, quand on le connaît, que ce soit en public ou en privé, c'est un bisounours, ce garçon. Il nous parle... Très à gauche aussi. Une logique, enfin, un ancien prof de gauche, il a totalement gardé cette matrice, il parle de la Constitution, il veut faire des assemblées participatives. Ok, d'accord, oui, j'ai du mal à voir le fils d'Hitler, quoi. Là, bon, il est gentil, quoi, Étienne Chouard, ça va. Et pourtant, il fait l'objet d'attaques systématiques de la part de ces groupes-là, alors que moi, finalement, bon, je suis un facho parmi les autres, sans donner la même importance qu'à lui, ou quelqu'un de bien plus important comme Soral, finalement, est rarement visé par les antifas de manière directe. Rarement, alors qu'en réalité, qui a un moyen de les viser le trouve. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait l'objet d'attaques, c'est le cas, mais il ne s'agit pas de les minimiser. Et Étienne Chouard est plus ciblé. Beaucoup plus. Est-ce que parce que finalement il apporte une critique radicale du système d'élection, du système dit démocratique, qui n'est pas de la démocratie, et par conséquent il est plus dangereux parce qu'il permet d'ouvrir les yeux à beaucoup de personnes sur l'arnaque de ce système? Je dirais pas que ce motif se situe sur le plan des idées. Ce motif, à mon avis, il est très simple. C'est que si ces antifascistes se méfient beaucoup de toi parce que tu es d'extrême droite, naturellement, je n'étais pas au courant, mais apparemment c'est le cas, ils se méfient encore plus de leur propre cheptel et des confusions qui pourraient se créer chez eux. Le fameux confusionnisme. Alors moi je suis très confusionniste, j'adore ça, la confusion. Je sème ça dans leur rang, c'est assez plaisant. Mais ils ont extrêmement peur de ça, de voir le contrôle de leurs propres troupes leur échapper. Et la vérité, c'est que ces caractéristiques qu'on prête aujourd'hui facilement à l'extrême gauche, y compris non antifa, ou même à la gauche de manière générale, l'intolérance, le prêt-à-penser, le manque de fréquentation, etc. Pour les militants, je sais que beaucoup
voudraient, certains d'entre eux, et c'est tout à fait réel, voudraient avoir un dialogue sincère, sérieux avec nous, etc. T'auras toujours un petit con de fac avec les cheveux bleus sortis derrière les fagots pour lui dire pas beaucoup sont fachos. Alors là, pendant les interviews, c'était une guigne de parler avec les mecs de gauche, parce que beaucoup veulent parler. Mais les reportages que j'ai réalisés avec mon camarade Vincent sont là pour en témoigner. Beaucoup veulent parler. Ils en sont physiquement empêchés. Et ils savent pertinemment que moi, j'aurais pas de problème avec ma caméra. J'aurais pas de problème parce que de toute façon, je suis perdu pour la cause, je suis déjà foutu. On me rattrapera plus là où je suis. En revanche, si le papy commence à me causer, ça veut dire que le type derrière va commencer à me causer, ça veut dire que tout le monde va commencer à causer avec tout le monde. Et là, très mauvais, très mauvais. Ils font planer une peur dans ces milieux-là qui est réelle. Et ils sont, d'ailleurs, j'aurais la courtoisie de dire ce que mes camarades d'extrême gauche ne diront jamais en public, ils sont détestés. Détestés. En privé, venant de mes camarades du Parti communiste, j'entendais des commentaires 15 fois plus durs, 15 fois plus injurieux à l'encontre de ces petits cons qui sont en plus. C'est vraiment. Parfois, on a des synthèses. On a affaire à des synthèses, quoi. Rien prouvé dans leur vie, ils viennent de milieux ultra bourgeois, ils n'ont jamais rien connu. La cité, quand ils la fréquentent, c'est pour aller acheter leur shit. Ils n'en mettent pas l'argent, ils bougent les murs. La diversité. Ils ne vivent pas des masses dans Patrick 4e ou à Vincennes. Ils s'en préservent bien. Et ils donnent des leçons de morale à tout le monde. Ils sont honnis dans les cercles d'extrême gauche. Et là, ils font planer une peur totale et ils servent aussi très souvent, à partir d'un certain âge, d'indicateurs de police. Pour leur propre camp, comme pour leurs adversaires. Les renseignements parfois les plus efficaces et les plus pointus sur le camp nationaliste, en ce qui nous concerne, ou en ce qui concerne nos adversaires rouges, viennent de ces gens-là. Parce que bon, là encore, c'est logique élémentaire. Quand on se fait arrêter 2 fois par semaine pour des faits de violence en manifestation, qu'on n'a jamais fait ne serait-ce que 2 jours de tôle dans sa vie, au bout d'un moment, si tu ressors systématiquement de gave, que tu n'as même pas atteint le lendemain... C'est qu'il y a une contrepartie. Mais ça, je l'ai vu directement, mes propres yeux. C'est être arrêté en manifestation, ensuite d'une manifestation, on est sur le banc, il y en a qui sortent, il y en a qui sortent pas, quoi. Donc toi, t'es menotté à ton banc comme un con, tu dis, c'est bon, finalement, je vais sortir, l'autre, il sort, non. Mais attends, c'est un mec, il est habillé comme un ravachol, il a fait cramer je sais pas combien de trucs cet après-midi, il a acheté des palettes, il a acheté des pavés. Moi, j'étais là, il y a eu baston, j'ai resté, quoi. Et lui, il part. Bon, il y a des passes droits. Et soit, d'ailleurs, Feu, nos services de renseignement le savent très bien, ils comptent énormément sur eux. C'est une tradition d'ailleurs de ces milieux antifa. Tu regardes déjà, c'était l'affaire Breton, comment elle s'appelait cette pauvre femme, qui était très confuse, qui a tué notre secrétaire général à l'Action française. J'avais lu les détails de cette affaire dans un livre de Goffman, c'était. Bon, le nom reviendra. Du coup, il décrivait les mécanismes de renseignement de ces milieux avec la police. Tous ces milieux antifascistes apportent énormément de bénéfices au milieu de la police et au milieu de renseignement. Et de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, quand tu es rabiquement anti-flic. Je ne suis pas rabiquement anti-flic, j'ai ni sympathie ni animosité pour la police. Je la soutiens dans ses missions qui sont celles pour le bénéfice du plus grand nombre de l'État. Je constate aussi que parfois elle me fait bien chier quand même dans mon travail militant, mais qu'ils soient pardonnés, ils font leur travail. On ne peut pas prendre à la carte. On sait à qui ils obéissent, et c'est comme ça. Et eux le savent mieux que moi, mieux que je ne le sais. Eux ont une haine anti-flic complète qui s'amenuise très vite quand ils sont derrière, entre 4 murs et en entretien. Là, il y a des complaisances auxquelles on ne s'attendrait pas. Des rencontres qui se font. Et alors, j'ai vu, avec le recul, est-ce que tu penses qu'il pourra y avoir un mouvement populaire de type gilet jaune qui soit transcourant, à la fois, qui embrasse à la fois des milieux nationalistes et des milieux communistes? Alors non seulement je pense que ça pourra, mais ça se fera. Malgré tout ce que tu peux dire là sur
des animosités des uns et des autres, des divergences idéologiques qui sont fondamentales, et donc avec les gens qui sont les plus actifs dans ces différents pôles. Avec les gens qui sont les plus actifs dans ces différents pôles, pas du tout. Avec leurs représentants politiques, pas du tout. Avec les gens investis, pas du tout. Il n'y a aucune réconciliation envisageable. Non pas que je ne la souhaite pas. Je veux bien me réconcilier avec tout le monde, moi. Pour réconciliation, déjà, qui suppose réconciliation suppose qu'il y ait deux mains, qui soient présentes et qui soient tendues l'une vers l'autre, et suppose qu'on ait des bases communes. Il y a des fois où les bases ne sont pas communes, et il y a des fois où les objectifs sont, non pas seulement différents, mais opposés. Peut-être par exemple, je ne peux pas, il m'est physiquement, en tout cas physiquement je ne sais pas, mais il m'est idéologiquement impossible de me réconcilier avec un internationaliste. Parce que notre conflit, notre opposition, elle est simple, elle est identifiée. On part du principe que la base, au creuset de la civilisation, il y a un cadre qu'on appelle un pays, qu'on appelle une terre, que cette terre c'est la mienne, qu'en conséquence c'est pas la tienne, et qu'en conséquence j'ai charge de la préserver, de la transmettre, et que je ne suis pas partout chez moi. Si tu viens avec la mentalité backpacker et tu me dis finalement, oui, moi je suis malien autant que je suis japonais, autant que je suis français, parce que la terre est un bien collectif, etc. Il n'y a pas d'animosité à avoir, il n'y a pas de... Bon, parfois il y a un peu... on n'est pas Jésus, hein, mais on a des passions aussi, mais il y a des incompréhensions. Mais voilà, tout simple, le conflit, il est là, il est identifié. Et donc, tu penses qu'il va y avoir, donc, qu'à un moment donné, on s'en sortira de cette façon, c'est-à-dire par le biais d'un grand mouvement populaire. Mais tout à fait. C'est ce que je veux dire, c'est du fait du populaire, le rapport il est totalement différent. Ce qu'il faut comprendre, et les Gilets jaunes ont été l'illustration de ce que je ne pourrais dire. Ici, les Gilets jaunes ont été la parfaite illustration de groupes qu'on disait irréconciliables, qui se redécouvrent autour des ronds-points, et qui redécouvrent fondamentalement, qui pensent exactement la même chose. Parce que pour l'homme du peuple que je suis, et que les Gilets jaunes sont, tous, sans exception, le prisme politique n'a rien que faire de l'idéologie. Il a beaucoup à faire en revanche, de l'expérience, du bon sens et du bien vivre, tout simplement. Et donc là, il faut être tout à fait honnête, au sein des Gilets jaunes, que ce soit, mis à part certains profils importés, entre guillemets, ce qui est un peu mon cas, parce que j'avais une expérience politique, un parcours politique préalable à celui des Gilets jaunes. Et il s'agit seul de décrire en toute honnêteté, et d'y aller en toute humilité, et de dire, voilà, je ne suis pas là pour dicter la marche à suite du mouvement, puisque la marche est bonne, la base est bonne, la suite ne pourra qu'être bonne, à condition qu'elle ne soit pas corrompue par des apports extérieurs. Heureusement, évidemment, ça a été le cas, on le savait. La base, c'était le bon sens. Tous les gens, là-bas, c'était le bon sens. Communistes, nationalistes, tu votes FN, tu votes Merluche, etc. Grenadine, Mentalo, hein, le fond et la fonction, c'est la même. Ça n'était qu'une coloration. D'ailleurs, ça n'a jamais même posé question sur les ronds-points. C'est ce genre d'adhésion politique, ça n'a jamais été une question de fond. Mais est-ce que ça n'a jamais été une question de fond parce que ça n'a pas abouti à une victoire réelle sur le gouvernement? Parce que finalement, une fois que ce mouvement populaire que tout le monde souhaite a réussi à chasser la gueuse, il faut bien à un moment donné faire quelque chose avec ce pays. Et c'est là que les divergences fondamentales des uns et des autres peuvent finalement maintenir une forme de chaos s'il n'y a pas de direction qui, elles, peuvent venir que de personnes qui sont structurées. Absolument. Et là, il y en a des deux pôles. Les gilets jaunes, le corps, mais pas de tête. Ça n'avait pas vocation à être autre chose, d'ailleurs. Je ne sais pas, en tout cas. Dieu en a décidé ainsi, l'histoire en a décidé ainsi. Les gilets jaunes sont restés et resteront face à l'histoire déjà créée. Comme il y en a eu tant d'autres. Un mouvement spontané, une démonstration de colère, sans but, sans rien, ça, je ne veux pas dire là-dessus, et sans tête. Quand on n'a pas de tête, fondamentalement, on fait comme la poule. On tourne en rond avant de crever. C'est à peu près ce qui s'est passé au niveau des gilets jaunes. C'est pour ça que l'image de rond-point est aussi parlante. Rien ne se fait par hasard. Mais
Maintenant, bien sûr que des conflits politiques vont éclater si tête il y a vocation à... Et il doit y avoir une tête. Je n'ai aucune velléité démocrate à ce niveau-là, ou démocratique, ou égalitariste, qui vise à dire que, ou chouardienne, j'aime beaucoup Chouard, mais c'est qu'on n'est pas d'accord sur la question, bon, il y en aura d'autres, en discutant avec Ginette de Pierre-Paul Jacques et de machin, et de savoir si la poubelle en verre on la sortirait pas jeudi, on va faire une nouvelle constitution, et ça fait des chocs à pic, et la France va redevenir... Non mais arrêtez, en fait, les gens qui pensent ça n'ont pas une seule, déjà n'ont pas d'expérience en politique, il faut dire ce qu'il y a, concrètement, quand on a un minimum d'expérience en politique, où que ce soit, on sait qu'il y a une chose seulement qui définit politique, qui fait fonctionner la politique, c'est la direction. Et que cette direction n'est ni avilissante, ni mauvaise, ni bonne, etc. Simplement un fait naturel qui vient de la même réalité que quand on est avec ses parents. Voilà. C'est qu'il y a toujours un primat et un secondaire. C'est l'évidence même. Donc les abstractions démocratiques, des assemblées à non plus finir, c'est le tourniquet, l'éternel à l'infini, tout ça. Donc il faut une tête. Ces têtes vont s'opposer certainement. Maintenant, le peuple français manque de beaucoup de choses sauf de bon sens. Le fait d'avoir pour soi, pour les siens et chez soi la sécurité physique, déjà d'abord, ce qui en tant que banlieusard de souche est en train de devenir ma première préoccupation, et ça c'est du très concret, il n'y a pas de métapolitique. Hein. Tu peux être communiste, trotskard, etc. Le fait que tu ne puisses pas laisser tes enfants faire 200 mètres pour qu'ils se rendent eux-mêmes à l'école primaire, sous peine qu'ils prennent une seringue ou un coup de couteau ou un kidnapping, ça c'est un critère qui dépasse le politique, hein, ou le métapolitique. Là on est dans le réel. Chômage et misère de masse, aporie culturelle, totale, chute catastrophique du niveau scolaire et du niveau culturel du français moyen. C'est des choses, c'est des bases autour desquelles on peut tous se réconcilier, et il n'y a pas besoin de couleur politique pour cela. Il n'y a pas besoin de couleur politique pour cela. Et nous-mêmes, nous devons faire l'effort, et c'est un effort à faire, de ne pas trop parfois s'attacher à la couleur politique de celui qui le portera. Je vais être provocateur en disant que celui qui aura ce chantier à effectuer et qu'il peut bien être républicain. Là, on va encore me dire que ça y est, je reste animé par un esprit matérialiste, c'est peut-être vrai, mais pour le salut de la France, pour la France, qu'importe. Nous avons tout ça, c'est des objectifs très concrets, et tous les Français s'y retrouvent, à moins d'être parfaitement aveuglés. Généralement, c'est pas par soi d'ailleurs. On se cache rarement les yeux. Il y a des gens qui sont là pour nous faire perdre l'usage correct de nos cinq sens. Ça marche chez certains, il faut croire. Et est-ce que tu penses que ce sera possible l'union du peuple avec la police ? Si. Alors, en même temps, j'ai du mal à répondre à la question, puisque pour moi la police c'est le peuple, et le peuple c'est la police. Mais en même temps, il ne faut pas non plus se cacher sous ses bons sentiments et sa morale. Quand on a fait les actes Gilets jaunes, particulièrement le premier, c'est difficile de regarder ensuite. On voit bien que la violence a été quand même phénoménale. On a pu voir une vidéo par-ci en Italie où quelques régiments posent le casque un peu symboliquement, mais oui, globalement la violence de la police, la police obéit aux ordres, quoi, et que ça reste anecdotique. Parfois fait même du zèle. Hein. C'est parce que il y a obéir aux ordres et il y a faire du zèle. Moi j'ai vu beaucoup de zèle. Hein. D'accord. Et pas, on dira ce qu'on veut, mais pas d'incident isolé ou juste le fait d'un fou furieux qui se remet de son divorce. Hein. C'était... Je veux pas m'avancer sur les pourcentages, mais il n'est pas glorieux, quoi. Il y a un glissement qui peut être, qui est un peu favorisé par leur milieu. Et puis il y a un sentiment face à l'adversité, tout naturel, tout simple, qui est... Oui. Après, comme c'est une forme de combat, donc de toute façon, il faut aussi avoir de l'ardeur. Évidemment. C'est un peu inévitable. Évidemment, mais c'est tout à fait... Mais c'est pour ça que je ne distribue pas les bons points et les mauvais points. Oui. Vous êtes des ordures. Surtout qu'en termes de violence,
Ça aussi, j'ai horreur de ça, que l'État arrêté de nous faire une réécriture de l'histoire, une espèce de révisionnisme, comme quoi il y avait ces gentils gilets jaunes, brebis pacifiques, dispersés comme ça au pif, qui se sont fait... Non, la violence... il y en a, ils étaient pas venus pour jouer aux cartes. Faut être très clair à ce niveau-là, et arrêter de tailler des gilets jaunes l'image de ce qu'ils n'étaient pas. Il y en a beaucoup. Quant à savoir si j'en faisais partie ou non, c'est une autre question, mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas venus pour jouer aux cartes, et je les comprends. Après, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'agit d'être dans un mouvement qui va jouer aux cartes pour que ça aboutisse à quelque chose. J'entends. À un moment donné, c'est bien une action qui dépassera le cadre de marcher de tel point à tel point autorisé par la préfecture qui peut en donner quelque chose. Je ne suis absolument pas pacifiste. Maintenant, ni une d'illusion sur une transition pacifique du pouvoir. Simplement parce que j'aime bien l'histoire. c'est con, hein, mais c'est comme ça. C'est comme les démocrates, tu sais, c'est des phénomènes comme ça abstraits, ça marche jamais, ça s'est jamais prouvé où que ce soit. Mais par contre, si tu as le tort de remettre ça en question, c'est terrible. Pareil, on peut méditer sur les forces de l'ordre, même en dehors de mouvements de protestation, dans la mesure où on n'a pas vu non plus les forces de l'ordre massivement refuser de faire appliquer les règles débiles en matière de faire respecter les couvre-feux, contrôler les passes sanitaires. Elles sont quand même relativement obéissantes. En tout cas, on n'est pas j'ai pas une vision globale, mais ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui a touché véritablement les Français dans leur entier. La violence des manifestations des forces de l'ordre républicaines à l'égard de nos rangs dans les manifestations gilets jaunes, certaines images ont choqué, elles n'ont pas touché. Là, le fait parce qu'on a eu l'extrême audace d'aller visiter Mamie un dimanche et de se faire mettre sur le côté et traiter comme la pire des racailles, le pire des criminels par une espèce de fliquette pendant 4 heures, pendant que nous, passant YZ, en train de faire un wheeling à côté, nous fait un nouveau passage. Ça, c'est un truc qui a touché beaucoup, je crois, la population française, et qui a altéré, je pense, durablement le regard des Français sur leur police. Très durablement. Parce que là, c'était une injustice. Il y avait des injustices flagrantes de l'application de ce confinement. Et qui se vérifient depuis, d'ailleurs, tout à fait. C'est qui se vérifie. Mais qui n'a pas entraîné de soulèvement non plus à la mesure que ça devrait. Non. Ah non, parce que c'est difficile de faire des prédictions, mais le confinement, beaucoup de Français l'ont tout à fait accepté, et même l'ont appelé de leur vœu. Ce qui, quand on n'a pas de vision politique de long terme, ou même de vision politique tout court, je peux tout à fait le savoir. Le fait de travailler depuis chez soi, d'être avec sa famille, avec ses enfants, etc. Il fait beau, c'est mignon, faire la citronnade chérie, et 17h on fait l'apéro, même pas besoin de prendre l'air à la con. Oui, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Hein. Il ne s'agit pas de le cacher. Maintenant, tout à fait honnêtement, sur ces questions-là, je vois beaucoup de camarades qui perdent leurs cheveux et leur santé et leur nuit. Je comprends pas pourquoi les gens ne se réveillent pas, les choses comme ça. Oui, enfin, il y a des fonctions dans une société. Quand on se dit militant et quand on se présente comme tel, et qu'on se sait animé d'une conscience politique et de la nécessité d'un combat, nous suivons une mission. C'est notre mission. La déporter sur d'autres qui sont des civils, souvent déjà sert beaucoup à s'excuser soi-même de ce qu'on n'a pas entrepris ou de ce qu'on n'a pas fait pour son combat et pour ses camarades, et puis en plus ne mène à rien. La majorité de la population française, comme la majorité, et c'est vrai la majorité des êtres humains, cherche le confort, cherche la sécurité, cherche la norme, cherche l'ordre, et ça n'est pas quelque chose de condamnable en soi, peut-être pour le confort, mais enfin, de toute façon, on pourrait s'évertuer à le condamner. Moi, je ne connais qu'une seule vertu à ce niveau-là, c'est l'exemple. Si tu souhaites convertir un maximum de personnes, parce que alors là, pour avoir fait les manifestations récemment du pass sanitaire, il y a des choses, bon, t'es planqué, des gens qui ont tort d'être en terrasse entre amis,
qui se prennent et qui se font huer par une foule haineuse de manifestants qui sont là en train de renverser la bière, etc. Alors je dis pas, il y a des débiles de deux côtés, hein, et ces frustrations, elles naissent souvent de remarques antérieures et d'une confrontation répétée à des abrutis qui vous expliquent qu'il faut mettre une couche sur la gueule parce que sinon vous risquez de leur filer un pangolin. Bon oui, j'entends, c'est frustrant. La crainte aussi que cette dérive aille de plus en plus gravement dans nos vies et qu'il y a quand même un sentiment d'oppression et d'urgence chez des personnes qui peut pousser les gens à secouer ceux qui ont l'air tout à fait justifié. D'être tranquille en terrasse. Tout à fait justifié, j'entends cette vision-là. Et réelle. Je ne le souhaite pas. Mais c'est vrai que c'est injuste à l'égard de celui qui est pour rien. Et puis c'est stérile. Oui. C'est stérile. Complètement stérile. Mais alors comment, c'est-à-dire que là tu décris bien comment c'est tout à fait logique que les populations normales ne se mobilisent pas plus que ça. Bien sûr. Avec le fait que pour s'en sortir il faudra qu'il y ait un grand mouvement populaire qui prenne de l'ampleur. Est-ce que tu es pessimiste en fait du coup sur le... Par exemple, on entend parler de Gilets jaunes saison 2 là, ces temps-ci, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui ressemble qui lui ressemble, et surtout, on n'espère pas, c'est-à-dire qui peut amener à un moment donné une victoire, ce qui n'a pas été le cas avec le premier mouvement. Alors, déjà, dans les mois qui viennent, ma réponse va être très clairement non. Clairement non. En tout cas, je n'en vois ni les prémices, ni la réalisation concrète. Donc, on pourra me le ressortir dans la gueule, ce sera bien fait si c'est le cas, et je le souhaite me tromper, mais je ne crois pas. Je ne crois pas dans l'immédiat. C'est un marathon, c'est une course de fond, c'est pas un 100 mètres. Celui qui tiendra le pouvoir à la fin, c'est celui qui tiendra tout court. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Maintenant, attention, un grand mouvement populaire, et Gilets jaunes était un grand mouvement populaire, ça n'était pas non plus, il faut tout de même le repréciser, un mouvement majoritaire. Majoritaire, il l'était par ses aspirations, il l'était par ses déclarations. Tous les Français à peu près, sauf vraiment à moins d'être fini à la piste de Macronie, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quant à ceux qui se sont mobilisés, c'était très peu. Et, encore une fois, quand on est animé, comme on disait plutôt, par l'observation et le désir d'être en vérité et de bien faire, et de conclure de ces observations, une vision du monde, une méthodologie, etc., moi j'aimerais que les partisans ou les fanatiques du grand soir, ou les partisans du mouvement de masse ou de la révolution du nombre, me sortent à quel moment dans l'histoire ça s'est vérifié. L'histoire, en politique, les changements politiques dans l'histoire ont toujours été le fait, et resteront, en ce qui concerne toujours le fait, d'une minorité révolutionnaire, d'une petite minorité agissante, pensante, mais coalisée, efficace et déterminée. Et c'est cette minorité la plus efficace qui prend le pouvoir. C'est pourquoi ce qui invalide doublement d'ailleurs le fait d'aller chercher le consentement de la populace, si j'ose dire. Ça n'a rien de méprisant dans ma bouche. Simplement, il faut bien voir où nous portent nos vies et nos intérêts. Militant, personne ne force à l'être. Maintenant, quand on le décrit comme tel, il ne s'agit pas d'aller... c'est un peu du néo-évangélisme, cette histoire-là. J'ai les clés de ma Bentley dans la poche, mais je vais aller expliquer à mon voisin qu'il faut qu'il résiste et qu'il prenne machin, etc. Comment tu vas faire? Peut-être que tu créeras des vocations, c'est ton jamais. Tu restes optimiste. Mais ni optimiste ni pessimiste. J'espère en Dieu et en Dieu seul, sur le plan personnel et sur le plan de ce monde. Sans que cette vertu, sans que cette vue soit calculée, enfin que la motivation se situe là-dedans, l'un des bénéfices de la foi, je le pense, utile au militantisme, c'est la réalisation de remettre ce monde à sa place. Ce monde est un monde de passage, n'est pas notre destination finale, et l'enjeu premier, c'est sauver les âmes. J'ai lu que tu t'es fait accuser par l'émission Quotidien en
2020 de faire partie des ultras affreux de Civitas. Ah bon? Et donc tu as dû t'en défendre d'une calomnie aussi outrageante. C'est vrai. Ouais. Très, très, très outrageante. Si c'est vrai, donc tu disais à l'époque que tu ne nous connaissais pas. Est-ce que maintenant tu connais un peu mieux Civitas? Et est-ce que tu as un avis sur notre mouvement? Réflexion faite, comme ça la mémoire me revient, il est possible que je vous écoute un peu avant. Possible, peut-être que... Oh, non, quand j'ai été associé à vous sans le savoir, sans le souhaiter, ou quoique, non, je connaissais déjà Civitas. C'était pour le commentaire, c'était pour me marrer, pour le discrédit. Bien évidemment que quand on est... besoin d'être une flèche, quand on est catholique, on a fait les manifs pour tous et qu'on s'intéresse un minimum aux questions politiques, on s'intéresse forcément à Civitas au bout d'un moment. Donc, non, je connaissais déjà le travail juste et sain de Civitas au sein de nos sphères politiques, et sans y prendre part. Parce que d'après toi, qu'est-ce qui différencie notre mouvement des mouvements monarchistes dont on pouvait parler tout à l'heure? Ah bah, très simple, Dieu premier servi. Mmh. Dans les mouvements monarchistes, vous serez surpris d'apprendre peut-être que il y a des fois c'est folklorique, marteau de Thor, c'est foi totalement mise au second plan. Ce qui encore une fois pour moi il ne s'agit absolument pas de faire une hiérarchie ou quoi que ce soit, mais ce qui me peine évidemment en tant que chrétien, soucieux du salut de ses camarades, quoi. Civitas est peut-être pas le premier, mais le seul mouvement à ma connaissance en tout cas, pas tout à fait limité sur la question quand même, à établir cette vérité toute simple que Dieu premier servi. Et je dois dire que c'est une position particulièrement courageuse, audacieuse, vraie, mais bon, ça je laisse à la discrétion de chacun, et a priori ceux qui regardent s'ils sont militants ne vont pas dire que c'est faux. À une époque où l'accusation de fondamentalisme est le précurseur de toutes les persécutions. Donc c'est un mérite qu'il faut rendre quand même à Civitas par rapport à beaucoup d'autres mouvements nationalistes français où il est parfois même jusqu'à explicitement interdit d'aborder ce genre de questions. Ce que ouais. Manque de courage. Mais bon, le courage. Je vois ça un peu comme les choses mises à l'endroit, c'est-à-dire qu'autant pour Maurras, la catholicité c'est justement une conclusion intellectuelle, autant si on peut dire que c'est la monarchie qui a fait la France, la monarchie elle n'est pas la même en France qu'ailleurs, et c'est la chrétienté qui a façonné la monarchie. Bien sûr. C'est-à-dire que la sève, l'esprit, est bien dans les principes de la foi. Bien sûr. Le roi n'est qu'un agent du Christ. Donc si on oublie les principes, les fondamentaux, effectivement, on peut facilement on est un constructiviste, c'est-à-dire on fabrique une monarchie qu'on imagine, mais alors on l'imagine sur quelle base? On l'imagine sur la base du passé, parce que c'était comme ça avant, mais comme les temps changent, est-ce qu'on est sûr que ce qu'on imagine du passé correspond à ce qu'il faudrait maintenant? C'est une très vaste question, mais après, pour être tout à fait honnête, sincère, et pour ne pas me faire passer pour ce que je ne suis pas, c'est des questions particulièrement, quand je dis courage, ça relève d'un courage réel, c'est particulièrement difficile d'aborder ces questions-là. Et d'assumer le fait que non seulement nous sommes des catholiques, que nous sommes des catholiques dans la cité, que nous ne mettons pas notre foi dans la poche et d'en faire le primat d'un objectif politique réel, c'est très difficile à assumer comme passif. Beaucoup plus que de faire le mariole, Google 88 ou l'escaliste ou parler de
nationalisme français à tort et à travers, etc. C'est la petite bière. Ça, on assume tranquillement. Puisque c'est aller assumer ça, c'est aller à l'encontre de tous les fondamentaux de la République réelle, depuis, qui sont établis dans ce pays et qui nous ont élevés quand même, malheureusement. Enfin, qui m'ont élevé. Et qui sont établis dans ce pays depuis 200 ans. 200 ans de persécution, de mise à l'index, de coups bas, de meurtres, de massacres. De massacres des catholiques et de leur foi. Et aujourd'hui, de leur lieu de prière, depuis longtemps, et de leur tradition. Et réaffirmer ça en 2021, ça comporte peut-être moins de risques physiques que ce dont il a peut-être le cas par le passé. C'est faire preuve, c'est démontrer, et devoir démontrer un courage réel, et pas uniquement vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de ses propres amis, parfois de ses propres camarades. Tout le monde le sait. Quand on aborde ce genre de position au sein de certains cercles nationalistes, on est vite catalogué, quoi. On est vite catalogué. Casse-cou de service, là, avec un gâteau, bon, il va me parler de sa messe, on connaît l'affaire. Salut des âmes, oui, bon, d'accord. Mignon, c'est même dans nos propres cercles. Donc c'est quelque chose de particulièrement délicat. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui a pris une importance forte? Oui, enfin, c'est pas une importance. J'en suis à mon. Si tu me le permets, pour une fois, je ne me contenterai pas d'une réponse blanc-noir. Parce que chacun a son chemin, que j'arpente le mien, tranquillement, plus ou moins, à ma vitesse, et que, pour être tout à fait honnête, il m'est encore difficile, à l'heure actuelle, de trancher de manière très réelle sur cette question, place de Dieu, place du politique. Très difficile pour moi de trancher sur cette question de manière définitive. Parce que mon cœur a envie de dire Dieu premier servi, parce que mes réflexes mauvais, mais réels, me disent la politique c'est du pragmatique. Très difficile de trancher sur ces questions. Donc la quête continue, la quête individuelle continue pour toi. Bien sûr, bien sûr. Et cette problématique qui va s'éclaircir avec le temps. Je pense, j'espère, mais je ne serai pas dans une position à exhorter les autres à mettre leur foi en premier dans le combat et à avoir cette sagesse que vous avez vous, si je n'en suis pas capable moi-même. Parce que le premier réflexe, quand on est né en 95, matérialiste, produit du matérialisme, et ça les écrase tout de même, bien sûr, et c'est tout un processus, un procédé de réflexion, un parcours de foi, aussi important, pour pouvoir prendre du recul par rapport à cela et se dire, bon ben voilà où je remets le combat politique, voilà comment celui-ci est complémentaire vis-à-vis de Dieu, ou à sa suite, ou comment j'accorde les deux, etc. Ça demande une sagesse, une expérience. Je laisse à ceux qui ont plus de sagesse sur ces questions le soin d'y répondre, et je ne vais pas prétendre imposer une réponse à des camarades, alors que moi-même, mon parcours de foi est déjà loin d'être exemplaire, et surtout se heurte encore à ce genre de questions, bien sûr. Alors pour finir un peu, de manière un peu humoristique, est-ce que Zemmour c'est la divine surprise? Oh là là, là tu me fais plaisir. Là, le grand Z, là tu me fais plaisir. Eh bien, qu'est-ce que Zemmour c'est la divine? Oh là là, je vais volontairement éviter le sujet. Viens là, ma chérie, tu n'auras pas ma peau. Bah dites-moi, c'est Vigous, là, on dit. C'est terrible. Terrible, hein. Vous avez l'air de vouloir dormir, hein? Ah oui, bah, c'était une... Là, c'est rien. Ça y est. Hop. Voilà. Eh ben, alors vous là, savez... c'est vous qui allez me prendre à la relève. Oui, je la Vous allez tiens. bien me la serrer. Oui. Et moi, je vais prendre le couteau. Voilà. On va la tourner comme ça. Il va faire tout le tour. Et après ça, vous rappelez, ça va être très Là. difficile, Maïté. Mais non, on va y arriver. C'est arrivé là-dessus, on va l'appeler. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut Alors faire? là, bon, je prends notre chiffon. Oui. Oui, je vous la tiens Vous par la allez tête. prendre la tête, vous. Bon. La tête et moi le corps. Avec le chiffon, hein, parce que En ça avant glisse. tous. Ça y est, je vous la tiens. Là, il faut faire la prise. C'est dégueulasse. Alors, regardez. Ça vient tout Vous seul. m'avez dit que c'était très facile, alors Mais attendez-moi. oui, mais vous... Donc non, pas de divine surprise en ce qui me concerne.
que le bal masqué continue, quoi. Le bal masqué continue. Et de toute façon, en bon catholique, comme en bon royaliste, je ne considère comme bonne aucune solution électoraliste. Et l'ami, quand il est désigné par mon pire ennemi républicain, cette amitié est rarement de longue date. Donc, je n'attends rien ni de Zemmour, ni de Marine, ni de qui que ce soit. J'espère dans le Seigneur et je sais qu'il n'oubliera pas mon pays, la France. Voilà. Merci à toi. Merci à toi.